Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Les travailleurs et travailleuses du sexe pourront à l'avenir bénéficier d'un contrat de travail. C'est l'une des avancées rendues possibles par une nouvelle loi adoptée à la Chambre il y a à peu près 2 semaines. Cette nouvelle législation s'ajoute à la dépénalisation de la prostitution déjà adoptée en 2022. Alors qu'est-ce que ça va concrètement signifier pour les travailleurs et travailleuses concernés? Quelles sont les obligations qui incomberont à ceux qui les emploient? Sera-t-il toujours possible de lutter contre le proxénétisme et la traite des êtres humains? Et à quoi ressemblera le travail du sexe une fois que ce texte sera appliqué? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà. Et pour répondre à nos questions, 2 invités. Renaud Mas, bonsoir. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Mons ainsi qu'à l'UC Louvain. Merci d'être avec nous. Et Isabelle Jaramillo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous coordinatrice générale pour l'association Espace P. Avant de vous donner la parole à tous les deux, un petit passage comme chaque soir par nos reportages pour servir d'introduction. Qu'y a-t-il donc dans cette nouvelle législation? On va voir ce qu'en disaient Amandine Delvaux et Gauthier Flao. C'était le 21 mai. On était donc juste avant le vote en séance plénière. C'est une première au monde entier. Voilà, on est très heureux. C'est avec ce large sourire que Dan évoque cette nouvelle loi qui va considérablement changer le quotidien des travailleurs du sexe. Elle ouvre la possibilité de leur donner un contrat de travail et d'accéder pour la première fois à des droits. Chaque travailleuse du sexe qui travaille sous contrat aura le droit, par exemple, de refuser un client. Le droit de refuser un acte sexuel, interrompre un acte sexuel ou faire un acte sexuel à ses propres conditions. Elles auront droit à la sécurité sociale, au chômage, à des vacances annuelles, au congé de maternité ou encore au congé de maladie. La loi oblige l'employeur de garantir tout le temps une personne de référence et d'avoir un bouton urgence dans toutes les chambres. Donner à tout ce secteur l'opportunité d'entrer dans le système, c'est tenter d'effriter la clandestinité. Quand on est employeur, on est souvent sous la crainte d'être accusé d'exploitation, accusé de proxénétisme. Et ici, le fait d'avoir un cadre du travail va permettre justement aux employeurs de faire ça de manière officielle, légale. Et donc, c'est aussi une forme de protection en tant qu'employeur s'il a envie de rentrer dans le système, quoi. La prostitution en tant que telle n'a jamais été illégale. Elle était tolérée, mais dans une zone grise. Par contre, louer un bail à un travailleur du sexe, être son comptable ou son avocat était rendu criminel. Ce volet a été dépénalisé en 2022. Aujourd'hui, l'enjeu de la nouvelle loi repose sur l'employeur et la possibilité de rendre son activité légale. Ne pas respecter les droits des travailleurs et les exploiter restera du proxénétisme. C'est toujours puni par la loi. La limite deviendra donc claire et nette. Alors le vote de la loi, c'était le 2 mai, ça ressemble quand même a priori à une assemblée sociétale majeure. Renaud Mas, et pourtant... On parle de première mondiale, on n'a pas beaucoup parlé dans les médias belges. Qu'est-ce qui se passe? On est finalement habitué, considère que ce n'est pas si important que ça. L'enjeu est politiquement considéré comme secondaire? Non, enfin, je pense que ce qui explique cette absence, c'est surtout l'actualité foisonnante des derniers mois et finalement le fait qu'il y a une certaine unanimité qui s'est dégagée au moment du vote. Ce n'était pas conflictuel, donc c'était moins buzzant que le reste de l'actu. On peut considérer qu'il y a une forme de consensus au moment du vote. Il y a eu la majorité, mais aussi le Vlaams Belang, par exemple, qui a voté pour, Défi également aussi. Certains partis d'opposition comme la NVA et le PTB se sont abstenus, mais il n'y a pas eu de vote contre. Ça indique que la société belge est mûre sur cette question-là? Ça indique qu'il y a un certain consensus politique autour de la question. Maintenant, à savoir si c'est vraiment un trait majeur de l'ensemble de la société, c'est quelque chose qu'il faudrait évaluer avec des enquêtes d'opinion très très larges. Ouais. Je me tourne vers Isabelle Jaramillo. On parle de première mondiale. Est-ce que c'est vraiment exact? Alors, dans le contexte du cadre du travail, oui. Donc, il faut savoir qu'au niveau de la dépénalisation en 2022, la Belgique était le 2e pays au monde à avoir été aussi loin, avec la Nouvelle-Zélande en premier. Et puis ici, dans le contexte du cadre du travail, nous sommes les premiers, en effet. Dans le cadre d'un contrat de travail, parce que exercer en tant qu'indépendant, ça c'était déjà possible. C'était déjà possible. C'est aussi possible dans d'autres pays, notamment au sein de l'Union européenne. On vous a entendu dans le reportage, Isabelle Jaramillo, et vous dites à propos des employeurs, pour ceux qui voudront entrer dans le système. Ça veut dire que vous avez un petit doute?
Alors, il faut bien se mettre à la place aussi des personnes qui, depuis toujours, fonctionnent dans une zone grise, à savoir que être employeur, encore jusqu'à l'heure actuelle, dans le contexte du travail du sexe, ça reste quelque chose de compliqué. Ne pas pouvoir engager quelqu'un en tant que travailleur du sexe, ce n'était pas possible. Ça le sera prochainement. Il faut aussi que les gens puissent s'adapter et se mettre au diapason. Et donc, quand je dis s'ils le souhaitent, il faut quand même se dire aussi que des sociétés ou des personnes qui emploient encore à l'heure actuelle des personnes dans le cadre du travail du sexe, eh bien, ça pourrait être compliqué de se mettre en ordre. Peut-être que toutes les personnes ne pourront pas prétendre à l'obtention de l'agrément avec toutes les conditions qui vont être imposées à l'employeur pour pouvoir y rentrer. Ouais. Ça, il faut préciser. Hein. Donc, pour devenir un employeur dans le cadre de la nouvelle législation, il faudra montrer patte blanche, entre guillemets. Il faudra ne pas avoir été condamné au préalable, en tout cas pour des délits importants. Ouais. Entre autres. Hein, ouais. Entre autres. Ouais. Le système, vous le considérez comme vertueux. Pourquoi est-ce que c'était important de permettre ce salariat ? Mais c'est parce que ça permet aussi de reconnaître que c'est une activité professionnelle, au même titre qu'une autre, dans le cadre d'un contrat de travail avec un lien de subordination, ce qui jusqu'à présent n'était pas du tout acceptable non plus pour la société, et en sachant qu'il y a quand même bon nombre de travailleuses du sexe qui exercent de cette manière-là. Ouais. Et donc ça leur permettra aussi d'avoir accès à des droits fondamentaux qui sont totalement inhérents à l'activité qui est faite, parce que pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc on sort de cette zone de flou pour aussi rendre l'accès aux droits fondamentaux à des personnes qui peuvent tout à fait y prétendre. Ouais. Vous considérez aussi que le système, la nouvelle législation va nous permettre d'aller vers un système qui sera vertueux, avec plus de protection pour les travailleurs et travailleuses concernés, Renaud Maass ? Mais je pense qu'il faut voir de quoi on parle. Donc pour les travailleurs et travailleuses qui peuvent rentrer dans le système, effectivement, ce système est un énorme plus. On l'a entendu, il y a la question des congés de maternité, la possibilité de prendre des vacances, etc. etc. Donc, pour relever de la protection sociale. La protection sociale qui était complètement inaccessible. Après, il faut toujours se méfier des effets pervers de ce qu'on met dans un système formel. C'est-à-dire que tout ce qui reste dans l'informel, il faut voir comment on va le traiter. Et donc, il y a quand même un risque non négligeable pour toutes les personnes qui sont dans des situations plus compliquées, par exemple parce qu'elles n'ont pas de visa de travail, par exemple parce que pour plein de raisons, elles ont des rapports, je dirais, un peu conflictuels avec leur employeur potentiel. Là, il va falloir voir comment on gère cette chose-là. Et donc, voilà, je pense qu'il faut attendre de voir l'application du texte, et il faut aussi voir si ce texte ne va pas servir à stigmatiser tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases. Ce qui est un enjeu, on l'a vu par exemple en Allemagne, où les tentatives de régularisation d'une série de parts du secteur se sont accompagnées d'un resserrement très violent vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui ne rentraient pas dans ces nouvelles cases. Oui, ça veut dire qu'on accorde des droits d'un côté, mais on pourrait durcir une forme de répression de l'autre. C'est un peu ça votre crainte. On va essayer de comprendre un petit peu dans le détail ce qui va changer. Depuis 2022, Isabelle Jaramillo, on avait donc dépénalisé. Ça veut dire qu'on pouvait exercer sans trop de crainte si on avait le statut d'indépendant. Le fait d'autoriser le salariat, ça va changer quoi ? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent ça va banaliser le travail du sexe, ça en fait un métier ou un travail comme un autre ? Alors, ce n'est pas un métier comme un autre, c'est un métier avec des spécificités. Et donc, ça veut dire que ça reste un métier spécifique, avec des conditions spécifiques, qui est un métier particulier, et donc que toutes les personnes ne sont pas à même à le faire. Il y a des personnes qui ne rentreront jamais dans cette activité, tout simplement parce que ça ne répond pas à quelque chose qu'elles pourraient exercer elles-mêmes. Et donc, banaliser, non. Sortir de l'ombre, oui. Rendre des droits, oui. Accéder à des bases au niveau de la sécurité sociale, oui. Et je rejoins ce que Renaud Maass dit, c'est qu'en effet, il faudra tenir compte également des personnes qui ne rentreront pas dans le système, mais au même titre que les autres activités professionnelles. Et c'est en ça aussi où il faut être attentif, c'est qu'on ne rentre pas dans une banalisation des situations de vie des personnes qui pourraient rentrer dans le cadre ou qui ne pourraient pas y rentrer. On met en fait en lumière, enfin, une activité qui, jusqu'à présent, était dans l'ombre et subissait les travers d'un système de l'ombre.
Ici, justement, c'est l'inverse. On inverse une tendance. Et je ne pense pas du tout qu'on est dans un mécanisme de banalisation. On est plutôt dans une porte entrouverte de lutter contre la stigmatisation auxquelles sont souvent victimes ces personnes, malheureusement. Ouais. On parle de... Alors c'est difficile d'avoir des chiffres dans masse, mais on parle de quoi? On parle de 25 000 personnes, et je lis dans un article, est-ce que c'est à peu près l'ordre de grandeur? Est-ce qu'on a une idée de ceux qui pourraient entrer dans le système, ou là on avance et on va devoir évaluer dans 1 an, 2 ans, 3 ans comment la nouvelle législation a fonctionné? Alors très clairement, il faut tout de suite le dire, c'est impossible de quantifier le nombre de personnes concernées parce que tout simplement l'activité jusqu'à présent elle était clandestine pour l'essentiel. Et donc forcément on n'a pas de chiffres fiables et on verra au fur et à mesure. Effectivement, l'ordre de grandeur qu'on a estimé dans plusieurs travaux, c'est de l'ordre de 3 dizaines de milliers. Voilà, 20 000 à 30 000. Maintenant, c'est vraiment un ordre de grandeur et reste à voir sa concrétisation. Vraiment, c'est difficile d'établir des chiffres sur cette activité. Ouais. Alors, il y a la question de l'employeur, hein, on l'a déjà plus ou moins un petit peu abordé, qui sera donc à l'intermédiaire entre le travailleur ou la travailleuse du sexe et puis le client. Ça va être possible d'exercer ce métier-là de manière légale? Est-ce que finalement, ce n'est pas pour eux qu'il y a le plus de changements avec la nouvelle législation? Et comment est-ce qu'on va faire la frontière entre un employeur d'un travailleur ou travailleuse du sexe et ce qu'on appelait jusqu'à présent un proxénète? Ça va être quoi la frontière pour vous? La frontière, elle est définie à la fois dans le code pénal, puisqu'on n'a pas dépénalisé le proxénétisme. Hein, le délit de proxénétisme existe toujours, il est très clairement défini, avec juste une question qui reste sur la notion de profit anormal. Hein, donc réaliser un profit anormal en exploitant une personne qui est travailleur du sexe, personne prostituée. C'est-à-dire que si je fais d'énormes bénéfices, là on va considérer que je suis dans l'exploitation. Voilà, complètement. Alors la question est de savoir évidemment qu'est-ce qu'un énorme bénéfice, et pour le moment on est un peu dans le flou par rapport à cette question-là. On n'a pas encore une jurisprudence constante et les indications données par les pouvoirs publics restent imprécises. Donc ça reste une question, mais néanmoins la définition existe toujours dans le code pénal. Et puis deuxième élément qui est super important, et vous l'avez mentionné, c'est que si une personne a été condamnée déjà, elle ne peut pas exercer comme employeur dans le cadre de cette loi-ci. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui a un garde-fou assez important, sachant par ailleurs que, évidemment, comme toute loi, le gros enjeu, c'est quels seront les moyens qu'on mettra en place pour contrôler son application, et en particulier toute l'application du droit de retrait du travailleur de la travailleuse du sexe, ce qui est un des éléments centraux de cette loi-ci et qui est très spécifique à cette situation. Donc le fait de ne pas accepter forcément de prester ce qui est demandé par l'employeur. Donc ça c'est très important dans le nouveau statut, Isabelle Jaramillo, c'est-à-dire qu'on a le droit de refuser des prestations. On va avoir donc un certain nombre de garanties qu'on n'avait pas forcément jusqu'à présent dans le secteur. Tout à fait. Hein. Déjà, au moment de la dépénalisation en 2022, il y avait déjà les 4 libertés de travail du sexe qui étaient reprises dans le code pénal. Donc ici, les 4 libertés, c'est je peux refuser un partenaire, je peux refuser un acte spécifique auquel je voudrais pas me contraindre, par exemple. Oui, je peux arrêter l'acte à n'importe quelle étape du processus, et aussi je peux prétendre à ma propre sexualité avec mes propres pratiques. Ouais. Donc, oui. Donc ça, ces 4 libertés, elles sont garanties dans le texte. Je vous pose la même question qu'Aaron Omas. Comment on va faire? Ça va quand même être subtil de faire la distinction entre un employeur au sens classique du terme et un employeur proxénète qui abuserait de la situation, qui serait dans l'exploitation. Ça vous semble clair de la manière dont on va pouvoir procéder à l'avenir ou pas? Alors, la notion de proxénétisme est aussi associée à tout ce qu'on entend par abus de prostitution, qui est clairement défini. Et il est vrai qu'il ne faut pas aller chercher très loin. Le proxénétisme immobilier, par exemple, est quelque chose qui, à mon avis, est le spot numéro 1 qu'il faut combattre, bien avant d'identifier les employeurs potentiels proxénètes et les employeurs qui vont suivre exactement les règles. Ouais. Je traduis vos propos, vous me dites si je fais une erreur de traduction. Les personnes qui ont des dizaines et des dizaines de carrés, ils vont tomber sous le coup du proxénétisme. Proxénétisme immobilier, il n'en faut pas des dizaines. Je suis propriétaire d'un lieu que je loue à une personne qui exerce le travail du sexe. Pour un 20 mètres carrés, je vais lui demander 800 à 900 € par semaine. Ce qui
est clairement du proxénétisme. Et pour lequel, et en effet, il n'y a pas suffisamment d'éléments et de jurisprudence concernant ce que l'on nomme comme abus et comme profit anormal. Qu'est-ce qu'on entend par un profit anormal dans le chef de l'exercice de cette activité? Parce que pour d'autres activités, je pense que ça doit être très compliqué, mais pour celle-là, visiblement, ça reste quelque chose de compliqué. Alors, la question de l'employeur, ça va être un employeur qui va devoir quand même répondre à tous des critères bien spécifiques, obtenir un agrément, avoir des espaces qui sont vraiment au maximum safe pour les TDS qui vont exercer. Oui. Et donc, c'est sûr qu'il y aura... On parle de ce bouton d'alarme, par exemple. Alors, il y aura le bouton d'alarme, il y a une certaine dimension aussi dans les chambres, il y a un accès avec de l'information, de la prévention, de la réduction des risques, etc. Donc, il y a plusieurs conditions, en tous les cas, qui vont être imposées à l'employeur. C'est sûr qu'il y a des employeurs qui ne rentreront pas dans ce système-là. Et ces personnes-là ne demanderont probablement pas l'agrément non plus, parce qu'elles sauront d'entrée de jeu qu'elles ne pourront pas l'obtenir. Et donc, c'est sûr qu'il faudra peut-être mettre un focus d'accompagnement et pas spécialement de répression, parce que la répression, on le voit bien, ce n'est pas la solution, mais d'accompagnement pour que les choses s'améliorent pour ces personnes-là. Ouais, on parle d'un statut social, ça veut dire la possibilité aussi d'être protégé dans sa rémunération, dans son temps de travail, le droit à la sécurité sociale, le droit au congé payé. Il y a tout ça qui va arriver d'un coup dans ce secteur, en tout cas pour ceux qui choisiront de passer dans le salariat, Renaud Mas. Pour celles et ceux qui, pour l'essentiel, à mon avis, régulariseront une situation existante. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas une arrivée massive. On est plus dans une régularisation de situation. Mais ce sur quoi il faut vraiment insister aussi, c'est que à l'heure actuelle, il y a toute une série de dimensions dont on ne connaît pas encore les moyens de contrôle qui seront mis en place. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut être clair. Par exemple, il est possible d'avoir un droit syndical, c'est prévu explicitement dans le texte, les syndicats peuvent venir sur les lieux, etc. Mais la question est de savoir avec quels moyens. Les associations accompagnantes, les syndicats de TDS sont à l'heure actuelle dépourvus de moyens financiers qui leur permettraient de faire un suivi à l'échelle de toutes les situations qui seront régularisées. Et donc là, par exemple, c'est une vraie question sur l'application même de ce droit fondamental. Donc ça offre un cadre, il va falloir voir comment l'application, notamment par les services de police, le ministère de l'Intérieur, etc., va pouvoir être suivie. Je vous pose une question sur les travailleurs ou travailleuses du sexe, que vous appelez TDS, dans votre jargon. Ceux qui ont aujourd'hui un contrat, par exemple dans un salon de massage ou dans un établissement Horeca, parce qu'on sait qu'il y a des contrats qui ne disent pas tout à fait la réalité des prestations que ces travailleurs et travailleuses réalisent, ils vont devoir changer de contrat ou ils vont garder leur contrat actuel? Est-ce que ça fait partie de ceux dont vous dites ça va être finalement une régularisation, une clarification? Ça dépendra fort de leur employeur ou de leur employeuse. Finalement, eux-mêmes, c'est pas à eux de faire les démarches. C'est une responsabilité de l'employeur ou de l'employeuse. Avec quand même cette limite importante qui est que si l'employeur utilise des personnes pour cette mission-là, alors même qu'il ne rentre pas dans la logique de l'agrément, etc., il enfreint la loi et donc il risque effectivement des sanctions. Même chose. Comment est-ce qu'on va contrôler ? C'est une question qui reste ouverte. Alors je vous propose qu'on voit un deuxième reportage. On va aller au salon de l'érotisme avec Marianne Charjois, les membres d'UTSOPI, l'Union des travailleurs et travailleuses du sexe. C'est un reportage que Cyprien Houdemont avait réalisé pour l'émission Autrement. On part à la rencontre des travailleuses du sexe au salon de l'érotisme. On s'est dit que c'était important d'y être pour pouvoir aller à la rencontre de travailleuses du sexe qu'on ne touche pas forcément, qui sont celles qui travaillent plutôt dans le domaine du show porno érotique et sur des tournages, parce qu'il y a aussi des performeuses porno qui sont présentes. Et donc évidemment, toutes les questions d'accès aux droits, de comment se déclarer, de comment vérifier aussi ses contrats de travail, ne pas se faire abuser aussi par des employeurs ou des producteurs peu scrupuleux, etc. On est habitué à l'industrie du porno, peut-être telle qu'elle était il y a 10 ans, 20 ans, avec quelques grands groupes, avec des tournages, etc. Sauf que depuis quelques années, en fait, tout le travail sur plateforme ou la sexcam, en fait, sont devenus des usages massifs pour le travail du sexe. À la fois, il
il y a une forme de réappropriation des outils de production, puisque les travailleuses du sexe du coup créent elles-mêmes les films porno qu'elles diffusent, qu'elles vendent. Donc il y a quelque chose qui est assez enthousiasmant dans cette récupération comme ça des outils, de ne pas être dépendant de patrons, de patronnes. Il y a d'autres problématiques qui se posent, par exemple du vol de contenu. On a toutes les questions de cyberharcèlement aussi, de doxing, de menaces comme ça, de chantage au outing, à la révélation en fait, des données, de l'identité. Donc ça demande en fait, de travailler à de nouvelles réponses pour protéger les travailleurs et les travailleuses dans ce nouveau secteur, qui est aussi très solitaire, qui est aussi soumis beaucoup au burn-out, à l'isolement, parce que on doit produire en fait sans cesse du contenu de façon quasiment ininterrompue, tout en étant souvent seul chez soi. Et donc du coup, il y a une espèce de décalage permanent entre une espèce de survisibilité et un isolement en fait chez soi à produire les contenus. Les travailleurs du sexe de plateforme évidemment font écho aussi à ce qui se généralise de plus en plus, qui est le travail de plateforme tout court en fait. Et donc comment on pense les droits des travailleurs de plateforme. Voilà, donc c'est toute une série de questions en fait qui passent par le porno dans notre festival, mais en fait qui concernent la société de façon générale. Voilà, extrait de l'émission Autrement du 16 avril, vous pouvez retrouver sur le site de BXA. Isabelle Jaramillo, on voit qu'il y a une énorme diversité en fait dans les pratiques professionnels. Est-ce que par exemple ceux qui travaillent dans les films ou dans le sexe en ligne, le sexe à distance, ils vont être concernés par la nouvelle législation ou on ne sait pas encore? Alors a priori non, étant donné que les personnes employeurs pourront employer des personnes soit qui travaillent dans le bordel, une vitrine ou autre, soit à domicile. Et donc tout ce qui concerne le travail en ligne n'est pas repris spécifiquement dans le cadre du travail en tant qu'employé. Ouais, même si c'est un secteur où on sait qu'il y a parfois eu de l'exploitation, on a parlé de violences sexuelles, de chantage, de diffusion pas sur les plateformes qu'on avait directement négociées au départ. Ça veut dire que là, il y a encore du travail à faire pour le législateur? Alors, il y a du travail à faire pour le législateur. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau des plateformes numériques, dans le cadre de la décriminalisation du travail du sexe, toute la notion de publicité en fait est encadrée au travers de plateformes numériques spécifiques qui sont dédiées à cet effet, et l'arrêté royal est sorti récemment qui encadre en fait les plateformes numériques qui vont avoir donc des devoirs par rapport à l'accompagnement des personnes qui postent leurs annonces en termes de publicité et de promotion. Merci Isabelle Jaramillo, donc de l'association Espace P, Renomas, professeure de sociologie à Lumons, et à Lucie Louvain. Merci à tous les deux d'avoir participé à ces quelques mots d'explication, même si je sais qu'on pourrait en parler plus longtemps. Demain, on recevra Pascal Deluit et le journaliste Wouter Verskelden. On parlera de la situation politique aux Pays-Bas. On se posera la question de savoir comment elle pourrait influencer le paysage politique belge et notamment le paysage politique flamand. Et puis moi, je serai de retour demain matin à partir de 7h pour Bonjour Bruxelles. Continuez à bien vous informer et à demain.